Nous sommes ici dans la région de Paramba, à l'école de Pamlico Ouest, pour la rencontre du CSAP, la rencontre générale, où les membres du conseil se rencontrent pour discuter de différents sujets et de déposer plusieurs rapports. Alors, on verra aujourd'hui un survol des sujets qui ont été discutés. Le 5 novembre 2022, les conseillers se sont rencontrés dans la région de Pamlico Ouest après avoir visité le site scolaire. Les conseillers scolaires présents sont Marcel Cotreau, président du conseil, Janelle D'Entremont, vice-présidente du conseil, Jeff Arsenault, Catherine Howlett et Marc Pinette, les conseillers d'Halifax, Alfred Benoit, conseiller de Pomquette, Cetus David et Blair Sanson, les conseillers de Richmond, Clyde de Villiers, conseiller d'Argyle, Philippe Haché, conseiller de Chéticamp, Jessica Hinton, conseillère de Truro, Rachel Leblanc, conseillère de Claude, Marcel Lefort, conseiller de Sydney et Michel Collette, directeur général ainsi que nombreux employés du CSAP. Les membres absents de la réunion régulière pour une variété de raisons incluant la maladie sont Diane Rassette, conseillère de la Rive-Sud, Denise Babin, conseillère d'Argyle, Michel A. Comeau, conseiller de Claude, Jolene Larade, conseillère de Chéticamp, Hélène Lavigne, conseillère de la vallée d'Annapolis et Janine Saunier, directrice des finances. C'est important à noter que le conseil est composé, selon le site web du CSAP, de 18 conseillers scolaires élus qui représentent les 10 régions où se trouvent les 22 écoles du CSAP. Les élections scolaires ont lieu tous les 4 ans en même temps que les élections municipales. Les prochaines élections se tiendront en automne 2024. Ces conseillers scolaires ont la responsabilité de voir à la gestion du CSAP. La direction générale répond directement au conseil. Une fois élus, les conseillers prennent des décisions pour l'ensemble du CSAP et ne représentent pas seulement leur région. Les éléments d'importance de la rencontre sont les élections de la présidence et la vice-présidence, les objectifs 2022-2023 du directeur général et la présentation d'École Plus. Pour débuter la réunion, le CSAP a élu une présidence et une vice-présidence selon son mandat publié sur son site web, que la présidence et la vice-présidence sont élus par les membres du conseil une fois par an, conformément à la loi sur l'éducation. Il y avait de nombreuses nominations pour le poste de la présidence, mais après avoir demandé si les candidats acceptaient leur nomination, il ne restait qu'un choix et c'est Marcel Cotreau qui a été réélu à la présidence. Il avait quelques mots à partager avec les membres du conseil. Durant la dernière année, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec notre directeur général dans sa première année de fonction. Ça a été un plaisir de bien travailler ensemble et avec les membres du conseil aussi. Alors, pour moi, une autre année d'opportunité de travailler avec Michel de proche sur des dossiers qui sont toujours critiques et importants pour le conseil, qui sont en marche, d'arriver on espère pouvoir boucler certains d'autres de ces dossiers-là durant l'année qui vient. Je voudrais aussi prendre l'opportunité de remercier Janelle aussi. Janelle a été vice-présidente. Je ne sais pas quelles sont ses intentions avec les élections qui viennent, mais certainement avec Janelle, ça a été toujours quelqu'un que je pouvais confier et apprécier. Ça fait que certainement, merci beaucoup, Janelle. Merci aux membres aussi. On est à mi-terme de notre terme. On est à 2 ans. Il nous reste 2 ans. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais moi, c'était pas mal prédéterminé que ça sera mon dernier terme de membre du conseil. Quand ça va arriver aux élections de 2024, j'avais déjà prédéterminé pas mal que je me présenterai pas de nouveau. Ça sera à ce point-là, si je me rends là, ça fera 16 ans que je vais être issu du conseil. Alors, je crois qu'il y aura d'autres intérêts pour d'autres membres à ce point-là. Ça, c'est encore 2 ans
dans le futur. Ça fait encore merci bien pour la confiance et merci Michel et on va continuer de travailler fort pour le conseil dans la prochaine année. Merci beaucoup, félicitations. Okay, merci bien. Pour les élections à la vice-présidence, il y a eu beaucoup de discussions autour des protocoles de présence voyant que 2 nominations, Jessica Hinton et Diane Racette, ont été retenues, mais qu'une candidate n'était pas présente lors de la réunion. Les membres du Conseil ont clairement exprimé leurs inquiétudes à cet effet avant le vote et cela a été expliqué qu'il n'y a rien dans la loi de l'éducation qui empêcherait la nomination d'un membre élu si le membre avait indiqué une acceptation de nomination avant la réunion. Citus David questionne si les autres membres absents ont eu l'occasion semblable de se faire nominer. Il exprime qu'il n'est pas contre la nomination, mais il veut s'assurer que les autres membres absents ont aussi eu cette occasion. Le président, M. Cotreau, communique que cela a été offert aux autres membres, mais c'est définitivement de quoi que le Conseil pourrait se pencher dans l'avenir à mieux communiquer. Mme Hinton explique aussi que cela aurait été important à savoir avant les nominations, aussi parce que les membres auraient pu nominer d'autres membres absents. Le conseiller Blair Sanson partage que cela doit être clarifié au sein du Conseil parce qu'il a vécu une expérience semblable où sa nomination n'avait pas été retenue en raison de son absence à une rencontre, alors il aimerait voir une clarification dans l'avenir. Diane Racette a été élue à la vice-présidence et dans son discours envoyé à l'avance et lu par un employé du CSAP explique qu'elle se questionne beaucoup au sujet des pratiques dans le système et depuis les présentations du directeur général, elle se demande comment est-ce que le CSAP peut mieux innover dans nos écoles. Les bulletins de vote ont été détruits et la réunion procède avec les rapports de procès-verbaux de nombreuses réunions. Tous les procès-verbaux ont été adoptés, mais le conseiller Blair Sanson voulait que cela soit noté qu'il vote contre le procès-verbal 290 parce que pendant la réunion, il avait exprimé que ces éléments ne devraient pas être discutés en session huis clos et devraient être en session régulière pour prendre note des éléments discutés. Il conteste les éléments de cette partie de la rencontre. Les détails contestés par le conseiller Sanson ne peuvent pas être partagés en émission étant donné que cela s'est déroulé en huis clos. Une grande partie de la réunion était la présentation des objectifs 2022-2023 du directeur général Michel Collette. Pendant sa présentation, le directeur général soulève le point que c'est le temps de penser différemment à l'éducation. La première question que le Conseil devrait considérer comme quelles informations des individus ou groupes est-ce qu'on a besoin pour définir notre vision innovante? Ici, le directeur explique ce questionnement. Donc, quel rôle que les différentes populations jouent et la recherche joue pour nous aider à définir de où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, je vous parle souvent de c'est quoi la destination, puis je vous dis souvent que quand on embarque dans la voiture, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis, quelle information est-ce que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir choisir c'est quoi mes destinations? Donc, c'est qui les gens qu'on a besoin? C'est quoi les informations qu'on a besoin pour pouvoir décider ensemble, vous savez pourquoi le CSAP en 2030 va être rendu là? C'est ça la destination. Parce qu'il faut aller au-delà d'une opinion personnelle. Il faut aller au-delà d'une opinion personnelle et l'ancrer vraiment dans la recherche d'un côté. Qu'est-ce que notre population nous dit de l'autre, puis de marier les deux ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Ben, selon moi, c'est ça qu'il faut faire aussi. La deuxième question à considérer est comment on engage nos communautés scolaires à embarquer avec nous. La dernière question majeure qu'il faut se poser selon le directeur général est à quoi ressemble l'expérience éducative du CSAP en 2030. Cette question-là paraît si simple, mais ça nous a pris comme 12 heures à la former. Okay? Parce qu'on voulait vraiment miser, on voulait sortir de la salle de classe. On ne voulait pas que ce soit ancré juste sur la salle de classe. On voulait vraiment que ce soit ancré dans l'expérience éducative au sens large, au CSAP, dans nos communautés, dans l'école, à l'extérieur de l'école, à la rue. Donc, à vrai dire, la troisième énoncée, c'est le nouveau plan stratégique
2023 à point, devrait nous aider à répondre à cette question-là. Parce que le plan stratégique, c'est notre route. C'est ça le chemin qu'on prend pour s'y rendre. Il suggère que le plan stratégique du CSAP devrait être l'outil pour aider le Conseil à répondre à cette troisième question. Cette année, les objectifs du CSAP sont de défendre les droits et promouvoir l'identité unique du CSAP selon les projets comme l'acte du CSAP, les infrastructures et les critères d'admission, ainsi que plusieurs autres. Développer la stratégie du bien-être physique et émotionnel des élèves et des membres du personnel, entrer dans l'inclusion de la diversité de tout et en décembre, il y aura une présentation sur cette recherche. Là-dedans, il y a le nouveau programme d'éducation physique de la maternelle à la 3e année, ainsi que le développement d'un nouveau programme d'éducation physique pour la 4e à la 6e année. Ensuite, les objectifs s'alignent vers les relations école-famille-communauté. Le directeur général Michel Collette communique que le CSAP a beaucoup de partenaires, mais le plus qu'il discute avec ses partenaires, il apprend que leur expérience est difficile d'accéder aux écoles du CSAP. Le directeur général aimerait se pencher sur la question pour avoir des échanges plus faciles en regardant les barrières qui empêchent ces collaborations. Il exprime aussi qu'il faudrait mieux aligner les objectifs des deux groupes pour que cela se fasse plus facilement. Il veut que les organisations et les régions se sentent bienvenues dans les écoles du CSAP et veulent travailler vers cet objectif. Le CSAP commence aussi un partenariat avec la commission scolaire manitobaine parce que les expériences sont très semblables. Ici, le directeur général discute de ce partenariat. Donc ça, au pays, le conseil scolaire qui nous semble le plus, c'est la division scolaire franco-manitobaine. À peu près le même nombre d'élèves, à peu près le même nombre d'écoles, structure de gouvernance similaire, même défi, université francophone minoritaire, ils sont 111 sur 100 mots. Donc, il y a avantage de se rapprocher de cette division scolaire-là. D'ailleurs, pendant l'été, quand j'étais à St. John's pour le RNDG, j'ai invité le représentant de la division scolaire francophone en Nouvelle-Écosse. Il est venu juste avant la sève. Donc, on a 5 personnes du Manitoba qui sont venues 2 jours avant. Ils sont arrivés à Halifax, ils ont passé 2 journées avec nous, puis ils ont embarqué avec nous pour un Charlottetown. C'était juste parfait. Puis, on a vraiment commencé à discuter bien, puis on est en train de regarder ensemble comment on peut travailler des dossiers similaires, ou de développer un document conjoint, puis on l'adapte au bord. Parce qu'on fait la même chose. Dans cette rencontre-là, je me suis rendu compte qu'ils me disent on développe une stratégie d'oral, mais nous, on a déjà une. On est en train de revoir le cadre de mentorat. Oui, nous aussi. Donc, au lieu de faire les deux choses des deux bords, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire un document même et là, l'adapter. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et d'ailleurs, on va chercher une entente plus formelle en place sur ça. Puis ça, je vais la ramener au conseil quand même. Il exprime aussi que le CSAP s'engage à travailler sur le plan global de la communauté acadienne francophone et le but, c'est de mieux collaborer ensemble au lieu de travailler dans nos petits groupes. Il admet que le CSAP a aussi du travail à faire à cet égard. Le prochain objectif souligne le besoin de la rétention et le recrutement. Le CSAP travaille présentement avec l'Université Saturn pour offrir des équivalences de cours universitaires ainsi qu'à l'international. Tout dans le but de rendre l'expérience scolaire au CSAP différente que les autres expériences scolaires. Le CSAP fait une stratégie de recrutement d'élèves et ils attendent une recherche de l'Alberta pour voir les données et comment cela se compare à la Nouvelle-Écosse. Le CSAP aimerait aussi travailler l'appartenance des élèves de la naissance jusqu'à après les études secondaires. Il explique comment le CSAP travaille cet aspect des objectifs. Sur le contenu de la vie humaine, de la naissance
Puis tout au long, comment est-ce qu'on fait en sorte que les élèves qui sont même plus au CSAP se sentent quand même qu'ils font partie de la vie du CSAP. Donc c'est vraiment le continuum. Donc on s'est éloigné de MA12. Puis on commence vraiment avec la naissance. C'est intéressant, une parenthèse. Quand je vous dis je rencontre quelqu'un régulièrement, on a contacté les hôpitaux pour voir une famille, une femme qui accouche, qu'est-ce qu'on leur ramène. Puis c'est assez intéressant de voir. Puis j'ai été chercher une copie, j'ai été au AWK chercher une copie du paquet anglais et français. On a une histoire à faire sur le paquet français. Cet objectif est suivi de la réussite académique. Il y a des recherches pan-canadiennes à cet effet et Isabelle Gascon travaille surtout ce dossier, mais le directeur général Michel Collette explique cet objectif. En dernier lieu, le CSAP travaille les programmes d'études du secondaire, maintenant que l'élémentaire est plus ou moins terminé à cette étape au CSAP. En terminant, il partage que le CSAP travaille à créer des sessions courtes de développement professionnel qui offrent des bases dans une variété de domaines pour offrir cela au personnel. Le directeur général réfléchit beaucoup sur la sécurité linguistique des élèves et l'impact du travail des mentors en communication orale sur la réussite des élèves. Il suggère de repenser au modèle de cela. Après une question venant de la conseillère Rachel Leblanc au sujet d'une clarification que cela provient de la stratégie de communication orale qui vient d'être implémentée, et le directeur général répond le suivant. Le mentorat existe depuis des années. C'est pas nouvelle. Le modèle de mentorat, comme il est là, existe, ça fait, je vais dire 5 ans. Ça pourrait être 6, ça pourrait être 5 ans. Puis, si vous me demandez, Michel, est-ce que tu penses à des impacts, je suis pas sûr que je peux vous répondre à cette question-là. Puis ça, c'est un problème. Surtout que ça représente de 2 millions de dollars. Okay? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cet argent-là, si on juge qu'il y a plus d'impact à avoir. Donc, on est en train d'y repenser, ça va revenir au conseil. Okay? Ça fait partie du travail qu'on fait cette année, d'y repenser. Pour s'aligner idéalement avec, c'est quoi notre vision vers 2030, c'est quoi les informations de nos plans stratégiques, c'est tout ça tout ensemble. Je suis toujours hésitant de faire des changements en isolation, sans voir sans comprendre l'impact plus large de la destination finale. Puis cette année, c'est l'année que le conseil va devoir se pencher sur c'est quoi la destination finale. Finale peut être au pluriel, ça veut pas dire qu'il y en a juste une. Donc, ça devrait s'insérer dans la nouvelle philosophie puis dans la nouvelle vision du conseil. Donc, ça se peut que le conseil décide que la nouvelle vision, ça s'aligne. Ça se peut que ce soit Comme réponse à la dernière question, le CSAP planifie de discuter avec différents groupes. Il a déjà été posé à l'équipe de gestion et sera discuté au conseil, aux directions, à un groupe focus d'élèves, de parents et d'enseignants pendant l'année scolaire. Les résultats de la recherche seront présentés au conseil. Pendant la session de questions par rapport aux objectifs, le conseiller Lefort pose la question au sujet des ayants droit et si le CSAP est rendu au point qu'il a tout essayé ce qu'il peut pour apporter ses élèves dans ses écoles. La réponse est que cela fait partie d'une recherche présentement au CSAP et sera présentée dans la nouvelle année. La question du conseiller Philippe Haché questionne l'importance que le CSAP place sur le bien-être des élèves quand la dotation des conseillers en orientation ne reflète pas l'importance qu'il accorde au sujet. Il veut savoir comment un conseiller peut donner des conseils vers des sujets sérieux comme le suicide et quelques minutes plus tard est responsable d'enseigner un cours académique. Le directeur général répond que le CSAP respecte les normes de la province. Il explique sa réponse ici. Je vais donner une réponse plus politique, je vais donner une opinion personnelle. Donc, la réponse politique, c'est que le CSAP respecte les normes provinciales en termes de dotation pour les conseillères et conseillers en orientation. Donc, ça, c'est ma réponse politique. Ce que je te dirais plus personnellement, c'est étant quelqu'un qui travaille à l'école secondaire, une grande partie de sa vie, étant quelqu'un qui travaille de près avec la conseillère comme direction d'école,
puis étant quelqu'un qui passait de la conversation sur le suicide, puis 10 minutes après sur la discipline de l'élève, c'est comme humain, c'est très difficile d'amener le cerveau de 1 à 2 rapidement. Donc, on sait que les besoins au Canada de santé mentale et de bien-être augmentent. La recherche est claire. Donc, ce n'est pas unique au CSAP. Je dirais que, je parle du Canada, je connais le Canada, mais j'ai l'impression que c'est plus large que le Canada. Mais au Canada, on se penche beaucoup sur ça. J'ai l'impression que dans notre vision vers 20 ans, qu'est-ce que l'éducation vers 20, l'apprentissage vers 20 ans, qu'il va falloir se pencher sur cette question-là. Comme je dis, je crois beaucoup de faire les bonnes décisions au bon moment avec les bonnes informations. Est-ce que j'entends qu'est-ce que tu dis? Oui. Est-ce que je l'ai vécu moi-même? Absolument. Je ne sais pas si la bonne réponse à ça est simplement d'ajouter plus de ressources. La réponse est peut-être oui en partie. La réponse est probablement oui en partie. Mais il y a d'autres choses qui peuvent alléger, redistribuer, repenser le travail de ces personnes-là. Ça, c'est ma réponse plus personnelle. Le conseiller Citis David aimerait que le CSAP trouve les nombres exacts du ratio quant au conseiller en orientation et le nombre d'élèves afin de voir si le conseil trouve cela efficace. Le directeur général confirme qu'il en discutera avec les autres directions générales pour connaître la réponse. Le conseiller Marc Pinette demande si les partenaires vont être consultés et la réponse est oui. Le conseiller Blair Sanson exprime son mécontentement que le programme de 3 ans ne fasse pas partie des objectifs et le directeur général explique que dans l'avenir, c'est possible mais pas officiel du tout que le programme de 3 ans deviendra une partie du financement du gouvernement. Il aurait aimé voir cela pour l'impact dans les régions et aimerait voir où l'argent a été dépensé. Il exprime aussi qu'il aimerait voir des actions vers la situation de l'intimidation dans nos écoles. Le directeur général explique qu'il n'a pas entendu parler d'un grand montant de cas depuis la rentrée, mais ira chercher un rapport de Power School pour offrir les données au conseil selon les cas reportés. Les données seront présentées à la rencontre de décembre. Il rencontre les directions après cela et pourrait adresser cette problématique si cela arrive. La conseillère Catherine Hallett exprime qu'il est important de vérifier la réussite académique post-pandémie et de voir les effets. Elle exprime que ces effets seront visibles pendant de nombreuses années. Elle aimerait que le CSAP se concentre aussi sur la place où se trouvent nos élèves. Elle est de l'avis qu'il ne faut pas toujours continuer à pousser trop fort vers les études postsecondaires pendant qu'ils sont à l'école secondaire, mais de se concentrer sur leur expérience importante réelle du moment. Elle veut assurer les appuis nécessaires pour soutenir nos élèves dans toutes les circonstances de l'apprentissage. Michel Collette aimerait que la vision inclue cette partie des inquiétudes. Le conseiller Citis David demande si cela fait partie du plan de collaborer avec d'autres institutions postsecondaires françaises et la réponse est oui, une fois que le CSAP travaille les défis du premier cours avec l'université Satan. Le conseiller Clyde Devilliers demande si le CSAP utilise tous les services de santé publique à leur disponibilité, étant donné que la problématique de la santé mentale est tellement évidente dans nos écoles. Le directeur général confirme que le CSAP travaille avec une variété d'employés de la santé publique, mais pourrait répondre par courriel pour des cas particuliers. Pendant le reste de la réunion, les conseillers ont choisi des substituts pour les représentants des comités que siège le CSAP. Le CSAP planifie de restructurer leur comité avant la fin de l'année scolaire, mais les membres restent les mêmes pour l'instant. Ensuite, le conseil a discuté de l'auto-évaluation des membres du conseil et ils vont discuter de cela pendant leur session de travail à Baddeck. Ceci a suscité beaucoup de questions des membres parce que la participation des conseillers n'était pas forte. Il manque un 20% des données de cette auto-évaluation.
14 des 18 conseillers n'ont pas répondu. Le président explique que c'est possible que les changements de technologie au sein du conseil aient eu une influence, mais parce que le sondage est anonyme, il n'y a pas la possibilité de faire des suivis. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette question où les conseillers expliquent les deux bords des défis et des avantages de l'avoir anonyme, mais soulèvent l'importance de répondre à cette auto-évaluation comme membre élu parce que 20% pourrait grandement changer les résultats des questions posées. Avant le dépôt des rapports, il y avait une présentation de la coordinatrice provinciale d'École Plus, Jolene Comeau. Elle est nouvelle dans ce poste, mais aimerait partager ce que l'École Plus offre aux écoles du CSAP. Elle raconte l'historique du programme École Plus, qui existe à cause d'un événement en 2004 dans une école d'Halifax. Elle veut expliquer qu'École Plus est un programme de services partagés en ce qui concerne la santé mentale, la justice, les services sociaux et les services de santé. Les services varient selon les services offerts dans les régions et les besoins des écoles. Ici, la coordinatrice provinciale explique le but d'École Plus. Le but de l'École Plus, c'est le lien entre l'école et la communauté. Alors, c'est l'École Plus, la communauté, les prestataires de services qui vivent en français, c'est ce qui est intégré dans le travail. Le français, c'est des familles des élèves, alors des fois, on voit parce qu'il y a comme des enseignants qui veulent l'école qui veulent faire certaines choses pour ce qu'ils ils ont leur propre agenda, je pense que ça vient à les étudiants. On a la, comme ils ont, on a la priorité interactive, c'est pas de fonctionner, c'est il y a quelque chose d'autre que nous autres à faire pour soutenir ces analyses. Alors c'est vraiment ça. Des fois, ça vient plus tard pour les écoles à cause qu'ils vont avoir plus de problèmes avec le et comme les familles, c'est vraiment important parce qu'on travaille beaucoup avec les parents et avec les tuteurs, parce que nous beaucoup d'individus, des élèves qui vivent pas les parents. Ça, c'est de l'organisation. Je pense que je pouvais probablement imaginer parce qu'elle est un professeur des polygons secondaires, c'est la même chose que ce que les élèves avec leurs parents. Alors, il faut discuter. Assurer la coordination des enregistrements des services, alors ça c'est parce que le centre de prestation de services, alors apporter les services comme on a fait les services mentales maintenant dans les écoles, à cause que le service supérieur, à cause qu'on a vu ça plus de besoin, on ne peut pas juste les envoyer dans la clinique, parce qu'il y avait un grand besoin dans les écoles. Puis comme les enfants sont dans les écoles, c'est parce que les envoie à la prévention mentale et ils vont conduire à la santé mentale pour rencontrer les clients. C'est des choses comme ça qu'on voit. Il y a besoin qu'on ait assez de les rencontrer. Elle est une famille à faire et vraiment je peux les aider. Et au bout de service, alors, c'est des aider avec les rencontres. Il faut qu'ils n'ont pas besoin d'une santé mentale dans l'école. Ils n'ont pas besoin de l'aide assurante. On a fait des aides à lire et comprendre la première description. C'est une chose. Essayer d'appeler. Si tu n'as pas de lecture, on va en appeler. On peut essayer d'appeler certains messages de service. Des choses comme ça. Et donner des solutions. La structure du programme se différencie dans toutes les écoles. Il y a la coordinatrice provinciale et ensuite il y a 5 responsables et 14 intervenants et intervenantes. Dans quelques sites, il y a même des cliniciens et des cliniciennes en santé mentale et cela dépend des services offerts dans la région parce que c'est un travail collaboratif avec les régies. Le message que la coordinatrice veut vraiment promouvoir est que les interventions sont basées sur les besoins. Elle explique que les besoins peuvent varier d'une école à l'autre, une région à l'autre et même la dynamique d'une école à l'autre, considérant si c'est uniquement élémentaire ou secondaire ou une combinaison des deux. Pour faire avancer ce projet, il y avait des comités consultatifs qui consistaient des équipes régionales et des représentants des services qui discutent des besoins et des cas dans les régions sans identifier les individus.
Il regarde les besoins et les possibilités d'augmenter les services disponibles. Il collabore avec les agences gouvernementales, les organisations à but non lucratif, les entreprises communautaires, les communautés elles-mêmes, les familles, les élèves et les logements de soutien. Voici les services avec lesquels le programme d'École Plus peut aider. L'appui aux individus, aux familles et aux jeunes, le renvoi auprès des autres services, les réunions de collaboration, l'organisation du comité consultatif dans sa région. Ce que vous voyez, probablement comme public, seraient les programmes d'École Plus, comme Racines d'empathie, groupe de leadership, option à la colère, formation de gardiens avertis, amis pour la vie, etc. La coordinatrice explique ce que École Plus peut faire, mais n'est pas nécessairement obligée de faire, comme l'appui et mentorat parental, les programmes de loisirs, l'appui envers la transition scolaire, le soutien après les heures scolaires comme des programmes d'aide aux devoirs, la collaboration avec l'école pour les situations critiques comme des décès dans la famille, l'appui avec le logement et le soutien en matière d'emploi, la résolution de problèmes, le support alimentaire comme les programmes de petit déjeuner et finalement le transport quand il y a un besoin spécifique. Le conseil a su comment référer une famille à École Plus et ensuite a eu l'occasion de poser des questions. Les conseillers demandent ce qui se fait pour les écoles qui n'ont pas ces services parce qu'ils trouvent cela tellement important comme le soulève la conseillère de Truro, Mme Hinton. La coordinatrice mentionne que le CSAP explore des options virtuelles parce que présentement le CSAP partage déjà entre les écoles, alors cela sera une réponse à court terme jusqu'à ce qu'une personne puisse être embauchée. La conseillère Howlett demande une précision entre les rôles. La coordinatrice provinciale, Jolene Comon, explique que les responsables ont de l'expérience dans le domaine professionnel qui vient avec des obligations professionnelles et est responsable de sa famille d'école. Les intervenants et intervenantes sont responsables des programmes à l'intérieur de l'école. Ces programmes aident beaucoup les élèves qui ne se sentent pas confortables dans différents lieux scolaires et permettent d'explorer une variété d'intérêts pour assurer l'appartenance des élèves dans leur école. Jolene Comon et Marc Deveau expliquent que souvent le public ne voit pas ce qui se fait dans le programme École Plus parce que beaucoup des cas sont confidentiels comme les appels de service et la gestion des cas spécifiques, mais cela se fait fréquemment. Le conseiller Philippe Haché demande que la coordinatrice provinciale félicite ses employés parce que les dernières années n'ont pas été faciles pour ceux qui offrent ces programmes. Il considère École Plus les faces cachées du CSAP et une grande partie de ce que le CSAP fait. Il veut vraiment voir le suivant. Les dernières années, ça a été facile. Là, tu nous fais une belle présentation aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'à un moment donné, ces gens-là soient valorisés aussi. Si c'est possible, parce que ceci, de faire un suivi de tout le monde, parce que c'est la face cachée. Parce que le scolaire, on ne voit pas beaucoup. Mais honnêtement, c'est un gros morceau du CSAP. Donc, j'aimerais ça, je sais qu'on va remercier officiellement la présentation, mais que ce message-là, spécifiquement, soit dit aux employés, je pense que c'est ça. Il a aussi demandé ce qui serait le plus grand défi pour les Écoles Plus. La coordinatrice explique que cela diffère par intervenant et responsable, mais le fait d'avoir une coordinatrice provinciale aide beaucoup parce que Jolene Comon connaît le domaine et leur appuie dans leur rôle. Elle explique que le défi serait d'être sur la même page avec les écoles et elle travaille vers une meilleure communication des services et responsabilités pour mieux appuyer les écoles en offrant des formations pour gérer des cas plus spécifiques. Les conseillers ont reçu une formation d'introduction à Microsoft 365 parce qu'ils vont commencer à s'en servir. Un technicien du CSAP leur offre des astuces. Après une session de huis clos, les rapports du président, du directeur général et la trésorière pour les mois de septembre et octobre ont été présentés. Il est important de noter que dans le rapport du président, il mentionne que les employés du CSAP et les membres du conseil ont un abonnement gratuit à la version électronique du courrier de la Nouvelle-Écosse en raison d'un nouveau partenariat.
Lors du rapport du directeur général, il informe les membres du conseil que les suggestions pour le comité du Nova Scotia Utility and Review Board seront prêtes en février 2023 et seront présentées pendant une session de travail. Ensuite, ils ont passé au rapport de différents comités du conseil. Comme observateur, nous ne recevons pas les rapports, alors malheureusement, je ne peux pas vous fournir des informations, sauf s'il y a des discussions par rapport à ces rapports déposés. Alors la majorité des rapports sont approuvés sans discussion et à l'unanimité des membres. Le comité de technologie s'est penché sur la question de modifier les règlements intérieurs pour permettre à un membre de participer à une rencontre du conseil virtuellement, même si elle est en présentiel. Le conseiller Blair Sanson discute d'une inquiétude quant au nombre de réunions qu'un membre suivra virtuellement parce qu'il voit une richesse dans la visite de la région pour connaître la région, voir ses écoles, etc. Ils ont eu beaucoup de discussions avec leurs avocats et les recommandations légales ont été modifiées. Les autres rapports déposés venaient des comités de l'Université Saturn, l'immigration francophone, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la CELF, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et le Canadian School Board Association. Pour les avis de motion, Blair Sanson ramène le point des rapports de huis clos et Jeff Arsenault aimerait que le CSAP discute des sites possibles pour de nouvelles écoles du CSAP et il aimerait présenter à cet effet pendant une réunion future. Selon une question envoyée à l'avance, il y avait une question par rapport à un nouveau poste dans les écoles. C'est un poste en service d'accueil où les nombres le justifient. Il y a eu une question par rapport au progrès des projets d'infrastructure et le directeur général Michel Collette a répondu le suivant. L'école de la Péninsule d'Halifax est une million sur le budget. Tu vois, je crois que le 12 ou 14 millions par dessus le budget. Le chiffre m'échappe, c'est plusieurs millions. Donc, tous les projets avancent. Le ministère s'est engagé et les projets avancent. Donc, dans le code de l'État, on va faire place à la formation canadienne. Pour Wedge, pour l'acier, j'espère que la coquille soit fermée avant le Wedge. Pour la péninsule, le ministère travaille sur à ma connaissance, le plan portuaire. La dernière mise à jour, j'ai eu il y a 2 semaines. Ça a peut-être changé dans 2 semaines. Les 2 semaines passées, le plan était très Pour le premier quai, les salles de classe sont finies. Sur le centre communautaire, déjà sur Québec, qui est à faire le 1er mars. Ça fait toujours des gros projets de construction. Il y a des petites choses comme remplacer les toits, les fenêtres, je veux dire les bureaux. Pour terminer, il y a eu le rapport de transport avec beaucoup de détails non dévoilés pendant la réunion, mais le directeur général soulève un point important pour le public. Il y a 43 élèves qui dépassent les 60 minutes de transport et cela représente 0,01% de la population étudiante. La prochaine réunion aura lieu le 10 décembre 2022 de la région de Dartmouth au bureau central. Le conseiller Philippe Haché demande si la possibilité de visiter une école du CSAP lors des événements de la rencontre est possible. La discussion mène vers la possibilité de visiter 1 heure avant la rencontre. Alors la visite possible de l'école secondaire Mosaïque sera pendant la prochaine rencontre du CSAP. Alors cela était l'émission Notre Voix pour nos droits et c'était un survol de la réunion régulière du Conseil scolaire acadien provincial qui a eu lieu le 5 novembre 2022 de la région de Pamlico-Ouest.
juste pour vous rappeler, le CSAP est le seul conseil scolaire de la province de la Nouvelle-Écosse et ses membres sont élus par les régions desservant une école du CSAP pendant les élections municipales. Alors, on se voit la semaine prochaine avec une autre émission de Notre Voix pour nos droits. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver à travers des réseaux sociaux de Tillil, c'est Facebook, Instagram, Twitter avec le nom d'utilisateur Tillil Community Television, ou bien vous pouvez m'envoyer un courriel à gabrielsanson@commercialgmail.com si vous voulez collaborer ou vous avez des questions par rapport à mes émissions, ou bien m'envoyer un message ou un commentaire sur ma page publique de Facebook à Gabriel Sanson, journaliste civique de Tillil. À la semaine prochaine.